Voilà, on est reparti. Donc voilà, j'ai retravaillé à Icar en 82 et puis jusqu'à 2014. Je suis restée à Icar et puis je ne sais pas comment expliquer. Il y a eu une sorte de révolution à Icar. Enfin, on a engagé des jeunes qui ont voulu revoir le fonctionnement du travail et on m'a gentiment demandé de partir. Et la ville de Liège a été sensible à la situation à laquelle je vivais à Icar. Et alors ils m'ont engagé, et je les remercie d'ailleurs, ils m'ont engagé dans un service qui s'appelle l'Observatoire des drogues. Et ils m'ont permis de continuer le travail que je faisais à Icar. Donc de continuer à faire 2 nuits par semaine, à faire des suivis, de faire des accompagnements. Donc ils m'ont permis de continuer ce travail. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais plus? Qu'est-ce que tu referais? Écoute, les 20 ans que j'ai passés à Icar ont été merveilleuses. Je, les seuls regrets que j'ai, c'est toutes les personnes que j'ai vues mortes. C'est ce qui a été le plus dur pour moi dans le travail. Et c'est un truc auquel je me suis jamais habituée. J'ai connu des dizaines de gens qui sont morts actuellement. Des gens parfois très jeunes, parfois même des mineurs d'âge. Oui, parce que dans mon public, je ne l'ai pas dit, mais j'ai eu aussi des mineurs d'âge, j'ai eu une quarantaine de mineurs d'âge. Et là, le travail est beaucoup plus compliqué. À nouveau, à titre anecdotique, la première situation de mineur qu'on a eue, on a franchement paniqué. Le hasard de la vie fait que c'est une gamine que je connaissais. C'était ma petite voisine d'ici à côté, que j'ai retrouvée dans la rue, pétée, en train de travailler à 14 ans. Et à l'époque, c'est le cœur qui a parlé. On s'est dit, putain, on ne peut pas laisser ça. Il faut qu'on appelle la police. Et c'est ce qu'on a fait. On a appelé la police. Et c'est vrai que ben, la gamine a été récupérée par la police. Mais alors, 2 jours après, elle était à nouveau en cavale. Et on avait perdu toute sa confiance. On était les sales éducateurs qu'il avait balancés. À l'époque, on avait des supervisions avec une femme qui était géniale d'ailleurs, et on lui avait exposé la situation. Et elle nous avait expliqué qu'il ne fallait pas oublier qu'un mineur qui était en fugue faisait dans un premier temps une sorte de lune de miel avec sa fugue. C'est-à-dire qu'à la limite, tout est extra dans un premier temps. On n'a plus de parents ou d'éducateurs derrière son cul, on va pas à l'école si on veut, enfin la vie elle est belle. Mais dit-elle, cette période dure très peu de temps. Parce que dans un premier temps, ils ont parfois même des copains qui les aident à se loger. Mais les copains finissent aussi par avoir peur. Et il arrive un moment où ils se sentent un peu délaissés, abandonnés, où ils ne savent plus trop à qui ils doivent recourir. Enfin voilà, les ressources s'épuisent. Et elle nous dit, c'est à ce moment-là que vous pouvez intervenir. Mais dit-elle, dans un premier temps, vous n'avez pas intérêt à leur faire la morale sur leur situation de fugue. Et donc, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon de fonctionner, mais honnêtement, avec les mineurs d'âge, je crois que tous les travailleurs de rue sont confrontés au même problème. Et donc, dans un premier temps, avec les mineurs, ce que je faisais, ben, c'était hey, salut pote. Enfin, ici, je caricature, hein, mais c'était de sympathiser avec eux. Et honnêtement, on peut dire que dans l'ensemble, ça marchait. La plupart du temps, les mineurs me faisaient réellement confiance, avec l'avantage, et c'était le but, c'est qu'à un moment donné, ils n'en pouvaient plus dans leur fugue et me faisaient une demande, Michel, qu'est-ce que je peux faire? Et les solutions ne sont pas énormes. Et tout ce que je pouvais proposer, c'était de prendre contact avec le juge et de négocier peut-être avec le juge, avec ce qu'on appelait à l'époque une 14 bis, une mise en autonomie. Enfin, maintenant, les termes ont changé. Enfin voilà, d'essayer en tout cas de l'aider à renégocier quelque chose avec son juge. Maintenant, je ne vais pas faire la maline. Ça n'a pas toujours été un succès avec tous les mineurs. Il y a des mineurs qui sont devenus majeurs avec lesquels je n'ai jamais pu
faire quoi que ce soit et où je les ai vus à la limite se détériorer sans pouvoir faire grand-chose. Je ne veux pas jouer à la maline qui a réussi à sauver tous les mineurs en fugue. Et il faut savoir aussi que c'est des mineurs qui, je ne sais pas pour quelle raison, 9 fois sur 10, ont passé institutionnel assez lourd, qui ont déjà fait pas mal de centres, qui ont fugué à peu près de partout. Et donc c'était des mineurs qui étaient... C'était pas des enfants de cœur, quoi. C'était pas des mineurs qu'on pouvait dire attention, mon grand, hein, si tu continues comme ça va aller mal. Non, non. Voilà, c'était pas cette façon de fonctionner qui marchait avec eux à l'époque, en tout cas. Et toi, tu as réussi à être une adulte en qui ils ont eu confiance, parce qu'il y a quand même un rapport, j'imagine, au monde adulte pour ces mineurs. Je pense que c'était le seul avantage de la relation que je mettais en place. J'étais une des rares adultes avec qui ils avaient un contact, en dehors de leurs clients. Alors, ce que je voulais encore dire, une chose qui m'a toujours étonnée dans le travail que j'ai fait, c'est la reconnaissance que j'ai de la part de mon public. C'est inimaginable, c'est presque indescriptible cette reconnaissance. Et je pense que c'est cette reconnaissance notamment qui m'a permis de tenir autant d'années dans mon travail. Parce que si je dois parler en termes de réussite, je n'ai pas de chiffres. C'est impossible de donner des chiffres. Il y a des gens qui disparaissent, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Ils ne sont pas spécialement décédés, ils ne sont pas spécialement retombés dans la came. Certains s'en sortent, mais bon, ce n'est certainement pas la majorité. Donc ce n'est pas ça qui me maintient dans le travail. C'est vraiment cette reconnaissance qu'ils ont à mon égard. Une reconnaissance qui parfois me met mal à l'aise, parce qu'à la limite, il me met presque sur un piédestal, alors que finalement, je n'ai pas fait grand-chose. Je n'ai fait que les écouter, de faire une petite démarche, mais voilà, je n'ai pas fait grand-chose. Autre chose que je n'ai pas dit et qui me paraît aussi important, c'est que moi j'estime que pour être un bon travailleur de rue, il faut pouvoir mettre en place un réseau de collaborateurs. Et c'est une mission que je me suis mise, j'ai envie de dire, dès le départ de mon travail. Et dans ce cadre-là, j'ai maintenu des contacts privilégiés avec certains services, notamment le CPS, l'abri de nuit, parfois certaines administrations comme la mutuelle. Et le fait d'avoir eu ces contacts privilégiés me permettait aussi parfois de faciliter grandement mon travail. Un bête exemple, bien que maintenant ce n'est plus le cas parce qu'ils ont complètement redressé la vis, mais ça a été le cas pendant pratiquement 20 ans. Au CPS, en principe, on a d'abord un rendez-vous, généralement le matin, tout ce qu'il faut à mon public, qui, je suppose, vous l'avez compris, vit à l'inverse. Ils rentrent à 5-6 heures du matin, donc ils dorment le jour et ils vivent la nuit. Donc au CPS, il faut prendre un premier rendez-vous le matin, et puis on est seulement reçu par un assistant social. Moi, j'arrivais à éviter ce premier rendez-vous. On me le donnait par téléphone. Et donc le fait aussi que les démarches que je faisais étaient plus rapides qu'avec un autre assistant social me donnait un aura vraiment exagéré, quoi. Je n'ai vraiment pas la prétention d'être comme eux ont pu me percevoir pour un certain nombre de personnes en tout cas. Donc cette reconnaissance est vraiment quelque chose de très fort et qui m'a très fort soutenu pendant tout mon travail, pendant les 20 ans de travail. Comment tu as fait pour construire ce réseau dont tu dis que c'est super important finalement? Mais en fait, ça c'est pas très compliqué dans la manière de la construction. Il faut prendre contact avec les gens et aller dans leur service, les rencontrer là où ils se trouvent, discuter avec eux. Voilà, il n'y a pas de miracle, quoi. Il n'y a que comme ça que des contacts privilégiés puissent se mettre en place. Il faut que les gens puissent se visualiser, qu'on puisse discuter ensemble. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et j'entretenais ces résultats.
Si je n'avais pas de contact avec le CPS pendant un mois, ce qui était rare, mais ça pouvait arriver, ben, je leur téléphonais. Simplement pour dire bonjour, pour avoir des nouvelles. Ben voilà, je maintenais le contact ainsi en téléphonant et en rencontrant régulièrement toute une série d'associations. Tu nous parlais du travail avec la police aussi. Enfin, tu as vaguement parlé de la police tout à l'heure. Oui. Et je me demande un peu quelle posture, comment travailler avec la police quand on est... Ah, la police, ça aussi, c'est tout un programme. C'est-à-dire qu'au début que j'ai travaillé comme éducatrice de rue, c'était un petit enfer pour moi, la police. Parce qu'ils ne connaissaient pas les travailleurs de rue. Donc, ils ne m'identifiaient pas en tant que travailleuse de rue. Et donc, j'ai eu le bonheur d'être contrôlée quelques fois, et parfois de manière hard. Je me rappelle d'une fois où ils ont bouclé la rue, donc à chaque extrémité, il y avait des flics, tu ne savais plus entrer et sortir. Donc, j'ai été prise dans la rafle. Ils m'ont demandé notamment d'ouvrir mon sac, de montrer mon portefeuille, de dire le nombre de billets que j'avais. J'ai eu des remarques parce que j'avais des préservatifs avec moi en me disant « Mademoiselle, c'est pas ici que vous devez travailler, c'est là plus loin. » Enfin, ils me prenaient pour une pute. Enfin bon, voilà, j'ai eu des contrôles assez hard. Et donc, comme malgré tout, je travaille pour la ville de Liège, j'ai interpellé la ville et on a fait des réunions avec la police où j'ai expliqué mon travail parce que pour eux, un éducateur de rue, c'était quelqu'un qui se baladait dans la rue, qui discutait gentiment avec les toxicomanes, qui protégeait les gens en cavale et les fugueurs. Enfin voilà, ils ne savaient pas du tout en quoi consistait le travail. Donc je leur ai expliqué et petit à petit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, loin de là, la relation s'est améliorée. Et je dois avouer maintenant que depuis plusieurs années, je ne suis plus contrôlée. Ils me voient faire des échanges, discuter. Parfois, ils m'abordent en me disant vous ne voulez pas un peu discuter un peu plus loin ou ne soyez pas en groupe. Enfin voilà. Je ne dis pas qu'ils ne m'abordent pas, mais en tout cas, je ne vis plus des contrôles hard comme j'ai vécu début des années 90 quand j'ai commencé à travailler. Donc je pense qu'il y a eu tout doucement une connaissance progressive de la police du travail que faisaient les éducateurs de rue. Et en ce qui me concerne, j'ai envie de dire que maintenant, ils me foutent la paix. Et moi, je voudrais profiter aussi de toute cette longue expérience que tu as en tant que travailleuse sociale de rue aussi, pour te demander finalement quels sont les grands changements dans le travail qui rendent plus facile ou moins facile le travail, dans le travail social en général, Mais en dans fait, le travail de rue. C'est difficile pour moi de parler des autres institutions. Par rapport à la mienne, il y a eu des changements, comme j'ai un peu expliqué tantôt, liés aux produits que les toxicomanes consommaient. Et puis, il y a, mais ça c'est inévitable, et je crois que c'est lié à toute institution, il y a des changements liés à la politique citadine que met en place la ville. Par exemple, en ce qui concerne la prostitution à Liège, je pense que d'ici 2 ans maximum, les filles ne pourront plus travailler où elles travaillent parce qu'il y a un énorme projet qui consiste à faire un parking souterrain je serai maintenant un endroit où il n'y aurait plus de voitures, ce serait piétonnier. Et dans un premier temps, même quand ils feront les travaux, les filles vont avoir des difficultés à travailler parce que certaines rues seront fermées, donc les clients ne sauront plus tourner. Donc elles vont être vraiment très très emmerdées. Moi, depuis 1995, je me bats pour mettre en place ce que j'appelle une zone P. Je n'invente rien, ça existe notamment aux Pays-Bas. Ce serait une zone où les filles auraient l'autorisation de travailler à certaines périodes de la journée, sans aucun problème avec la police, avec qui que ce soit. Et donc, comme je travaille maintenant dans un service directement à la ville de Liège, j'en ai profité pour relancer le projet et mon responsable a mis en place un groupe de travail avec la police, avec des représentants de la magistrature, avec Espace P, avec ICAR. Et
on n'a pas eu 50 réunions. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde trouve que c'est une bonne idée, y compris la magistrature et la police. Donc tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Juste avant que je ne tombe malade, on m'avait demandé de passer un questionnaire auprès des filles pour voir leur intérêt par rapport à ce projet. Ben, j'ai fait un questionnaire et puis voilà, je n'ai pas pu continuer parce que je suis tombée malade. Voilà. Légalement, la prostitution en Belgique, elle est illégale. C'est seulement dans les carrés, en fait. Elle est légale, mais pas dans la rue. Oui, c'est ça. Dans la rue, elle est illégale. Hein. Le racolage fait partie des interdictions. Maintenant, travailler en salon, à condition aussi d'avoir un statut d'indépendant, ce qui est loin d'être le cas. Hein. À l'époque, oui, ça je n'ai pas raconté. En fait, à Liège, il y a eu aussi un énorme bouleversement. En 85, je ne crois pas que je me trompe de date, la ville de Liège a décidé de fermer les salons qui existaient au centre-ville. Il y avait à l'époque une quarantaine de salons, si je me rappelle bien, donc 200 filles à peu près qui travaillaient là-dedans. Enfin 150, pas 200. Oui, donc il y avait une cinquantaine de salons, pardon, et 150 filles qui travaillaient. Et du jour au lendemain, donc tous les salons ont fermé. Le prétexte que la ville a donné, c'était qu'en éliminant les salons, on allait supprimer la prostitution de rue. C'était une vaste blague. Ça n'a rien supprimé du tout, du tout, du tout. Par contre, les 2 rues, c'est devenu un désoloir épouvantable. Les maisons ont été rachetées, mais apparemment, il n'y a pas de travaux qui s'effectuent. Que du contraire, les maisons sont squattées par les toxicomanes. Donc j'ai envie de dire que le lieu est devenu encore plus dangereux qu'auparavant. Honnêtement, à part les éducateurs de rue, il y a peu de gens qui empruntent ces rues-là la nuit, parce que c'est sombre, parce que c'est lugubre, parce que dans les coins, tu trouves des toxicomanes en train de shooter, enfin bon, voilà. Et donc rien ne s'est fait depuis la fermeture des salons. Voilà. Est-ce que toi, tu as, à travers ton métier, tu as été vraiment dans l'aide individuelle et ça s'est, entre guillemets, arrêté là? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus militant au niveau du droit des travailleurs? Je t'entendais parler tout à l'heure du fait que tu avais pris une posture où tu n'estimais pas que tu avais à sortir les filles ou les garçons de la rue. La prostitution, c'était voilà, ou quoi, enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Non, en fait, ça je n'en ai pas parlé, mais en fait, il y a eu une époque où j'ai quand même pas mal milité à l'égard des droits des filles. C'est à l'époque où on a fermé les salons. Il faut savoir qu'à l'époque, pendant 2 ans, on a eu des réunions pratiquement mensuelles avec la ville de Liège, avec le parquet, la police, enfin, etc. C'était des réunions très longues et très lourdes. Où à l'époque on voulait mettre en place un Eurocenter. Cet Eurocenter, je pense, revendiquait des droits aux filles, des droits à la sécurité, à travailler dans des conditions de travail saines, à travailler pour des prix non abusifs, tout à fait démocratiques. Donc voilà, je me suis battue pendant plus de 2 ans pour mettre en place ce foutu Eurocenter. Qui est toujours dans les papiers du bourgmestre, il s'en souvient une fois de temps en temps, mais je pense qu'il ne se mettra jamais en place. Sur Seray, oui, on a le bourgmestre Matteau à Seray, qui est très réputé, qui, lui, apparemment, va mettre en place un Eurocenter, et je pense que celui de Seray se mettra bien sûr beaucoup plus vite en place que celui de Liège. Et ça se construit avec les filles, avec les garçons? Mais, ou c'est plus au niveau associatif? À l'époque, dans les réunions, on avait associé les filles, mais c'est très, très difficile de mobiliser les travailleuses du sexe. Donc, on n'a jamais eu beaucoup de filles qui participaient aux réunions, mais on en a eu. Donc, on essayait quand même de tenir compte de leur avis. On leur avait montré le projet, on leur avait fait lire, etc. Donc, je répète, on a essayé un maximum de les faire participer,
Mais, et je pense qu'à Bruxelles, le problème est le même, c'est très très difficile de mobiliser les personnes prostituées. Maintenant, par rapport à la prostitution de rue, ma philosophie est un peu différente. Je vois très mal les prostituées de rue travailler avec un statut. Pas, tout simplement parce que, en tout cas, sur Liège, je ne dis pas que c'est la même chose sur Charleroi ou sur Bruxelles. Chaque ville est différente et ne présente pas toujours le même public. Mais à Liège, 80% des personnes qui travaillent le font parce qu'elles sont toxicomanes. Elles ne le font pas parce qu'elles aiment la prostitution, elles le font parce qu'elles sont obligées. Et elles le disent elles-mêmes, il n'y aurait plus la toxicomanie, elles n'iraient plus travailler. Donc là, c'est très difficile de militer pour eux. Donc je ne sais pas trop quel statut leur donner, mais en tout cas, un statut de reconnaissance de travailleuses du sexe ne les intéresse pas parce qu'ils ne se sentent pas dans ce cadre-là. Ouais, ils sont moins dans quelque chose de choisi, quoi. Ouais. Ok. Chouette. Conclusion, l'essentiel. Oui. Ben, pour toi, on voulait te demander en fait qu'est-ce qui est essentiel pour toi dans le travail de rue par rapport à un public. Mais je crois que j'ai envie de le dire, hein, c'est simplement la reconnaissance que j'ai de mon public qui me paraît vraiment une chose essentielle dans le travail de rue. Être reconnu en tant que travailleur par son public. Oui, parce qu'il ne faut pas croire, même si j'ai une relation excessivement proche d'eux, à la limite, pour certains, je suis une maman, quoi. Mais ils savent aussi, avant tout, que je suis assistante sociale, quoi. Voilà, j'ai toujours essayé quand même de mettre, pas une barrière, mais quand même d'être claire dans mon rôle, qu'il n'y ait pas de confusion. Je ne suis pas leur deuxième maman, je ne suis pas leur amie, mais je suis excessivement proche d'eux. Ça, c'est vrai. Voilà. Et est-ce que tu aimerais, en conclusion, dire un petit mot, une petite phrase, quelque chose que tu aimerais partager avec d'autres? J'ai envie de dire que c'est un travail, mais à une condition qui est primordiale pour moi et dont on n'a pas parlé. Primordiale et dont bénéficie en général une ASBL, c'est la liberté de travail que doit avoir un travailleur de rue. Si le travailleur de rue travaille pour un CPS et qu'il a des ordres venant des administrateurs ou des gens du conseil, des conseillers communaux, non, ça ne va pas. Le travail est faussé au départ. Donc, il faut que le travailleur puisse avoir une liberté énorme dans son travail. Et cette liberté, je crois qu'on l'a surtout dans les ASBL et les services qui sont liés, je répète, au service social communal. Je ne suis pas toujours trop d'accord avec la façon dont ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup.